Merci de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous le disais, nous sommes à présent en direct d'Israël avec Freddy Eitan, ancien ambassadeur, écrivain. Son dernier livre s'intitule Adama. Si vous ne l'êtes pas encore procuré aux éditions Ballant, on vous le conseille très fortement. Freddy, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors beaucoup d'actualités, c'est vrai, la semaine a été dense et ces 12-13 derniers jours également. Le chef du Mossad qui affirme que les capacités de l'Iran ont été considérablement affaiblies. Benyamin Netanyahou qui a parlé aussi avant-hier de victoire historique. Alors est-ce que cela suffit à garantir désormais la sécurité d'Israël à moyen terme et à long terme peut-être ? Écoutez, il faut dire que incontestablement la guerre de 12 jours s'est achevée par une défaite militaire de l'Iran. On a, je crois, exagéré sur les capacités de la force de l'armée iranienne. Bien entendu, on n'a pas pris ça à la légère, mais on constate en réalité que l'Iran des ayatollahs n'était qu'un tigre de papier. Oui. Et là, je dirais que cette guerre, et il faut le dire, que Tsahal a menée avec le Mossad, était une campagne qu'ils ont menée avec brio. Vous savez, pendant 12 jours, il n'y a pas eu un seul soldat et ni un agent du Mossad qui sont tombés sur le sol iranien. Et cela à 2000 km de nos frontières. Et puis, je dirais que dans ce contexte et ces enjeux nouveaux, je crois que nous devons aujourd'hui traduire donc les succès militaires et stratégiques par des gains politiques, diplomatiques et économiques. Alors, il y a encore plusieurs questions, évidemment, mais dans les jours à venir, nous aurons plus d'informations avec des satellites, avec d'autres renseignements, donc la collecte des renseignements, qui pourra dire d'une façon définitive quel est l'avenir donc du projet nucléaire iranien et s'il a effectivement été détruit complètement. Aujourd'hui, on le sait, il a été retardé de nombreuses années. Et c'est là qui est important. Donald Trump qui dit d'ailleurs que le programme nucléaire a été anéanti. On va revenir justement sur la relation entre Donald Trump et les États-Unis. Mais alors, quelle doit être aujourd'hui la stratégie d'Israël vis-à-vis de l'Iran? Est-ce que c'est le dialogue, justement la diplomatie, comme vous dites? Est-ce que ça doit continuer à être de la pression internationale? Parce que la République islamique, finalement, n'est pas tombée. Le régime iranien est toujours en place. Que doit faire Israël maintenant face à l'Iran? Le but de cette campagne n'était pas de renverser le régime islamiste. Notre but il y avait deux buts. Le premier, c'est de détruire donc la capacité nucléaire donc de l'Iran, de produire une bombe atomique. Et le deuxième, c'était d'anéantir complètement les batteries de lancement des missiles balistiques et croisières. Je crois que sur les deux points, les buts ont été atteints. Évidemment avec l'aide des États-Unis. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'abord contrôler, surveiller, poursuivre donc le renseignement du Mossad et des autres services internationaux pour savoir effectivement où va l'Iran. Comment va réagir encore Khamenei qui depuis quelques jours a disparu. Il est dans la nature mais on ne sait pas où il est. Donc, il y a des questions à la fois sur le terrain, sur le plan des représailles qui ont été commises, mais savoir aussi que va devenir le régime. Mais le régime, ce n'est pas notre affaire, il faut le dire. Oui. C'est l'affaire de la communauté internationale. Et puis, c'est aussi, avant tout, c'est le peuple iranien qui doit en décider et non pas Israël. Et donc, je crois que la chose la plus importante, c'est d'arriver à un accord qui abolirait complètement la capacité nucléaire d'une part. L'uranium enrichi ne pourra pas être traité en Iran, mais à l'extérieur de l'Iran.
les missiles balistiques doivent être détruits complètement. Donc, si on arrive à ces situations, on pourrait éventuellement signer un accord et peut-être lever, comme le dit Trump, lever les sanctions. Oui. Mais si on n'est pas arrivé à cela, eh bien, on doit continuer parce que il faut dire toujours que l'option militaire encore existe au sein de l'état-major israélien. Et Israël l'a prouvé d'ailleurs avec ses frappes. Alors on parle aussi des États-Unis évidemment, puisque tout cela n'aurait pas pu être possible sans l'aide de Donald Trump. C'est un véritable tournant qui s'est passé, la coopération entre le Mossad, entre les services de renseignement israéliens, entre les deux leaderships américains et israéliens. Comment vous avez justement évalué la situation? Parce qu'il y a eu beaucoup de bluffs finalement ces derniers jours, entre des déclarations de Donald Trump qui disait qu'il n'était pas sûr de frapper l'Iran, Benyamin Netanyahou aussi de son côté qui ne faisait pas vraiment de déclarations très claires. Vraiment une vraie coopération inédite, exceptionnelle, Freddy. En effet, mais il faut dire que je crois que Trump a exagéré dans la capacité des États-Unis dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il a un peu minimisé le rôle d'Israël. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à Israël, et je dirais même les États-Unis n'auraient pas intervenu au Liban, en Iran, s'il n'y avait pas déjà le champ libre, c'est-à-dire la maîtrise du ciel des Israéliens. Oui. Et je crois que Trump a minimisé ce rôle. Évidemment, on peut comprendre, et Trump est non seulement imprévisible, mais c'est je dirais, la personne qui pourrait dire aujourd'hui certaines choses et puis le lendemain contredire ce qu'il disait. Mais ce qui est important aussi sur le plan américain, c'est que l'Amérique et Trump est devenu, on l'a vu lors de la réunion de l'OTAN ces jours-ci, est devenu, je crois, le gendarme incontesté de la planète. Et c'est lui désormais qui dicte l'ordre du jour planétaire. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que la coopération étroite avec les États-Unis sur le plan stratégique, sur le plan économique, et sur le plan personnel, le tandem Netanyahou-Trump a merveilleusement fonctionné. Et la preuve, c'est qu'il parle effectivement du procès Netanyahou. Oui, il parle de tout à fait. Chasse aux sorcières, ce que je dirais, c'est une intervention grotesque des affaires intérieures israéliennes. Oui, intervention grotesque. Donc Donald Trump qui a demandé à ce qu'on gracie justement Benyamin Netanyahou, qui doit lundi justement reprendre son procès pour corruption qui avait été interrompu en raison de tout ce qui se passe. Alors cette démonstration de force israélienne dans la région, est-ce qu'elle peut accélérer aussi la normalisation avec certains États arabes ou à l'inverse peut-être la ralentir? On a vu que Steve Witkoff, l'envoyé spécial au Proche-Orient, s'était montré très optimiste. Des responsables syriens également qui ont dit qu'ils pourraient normaliser leurs liens avec Israël avant la fin du mandat de Trump. Est-ce qu'on se dirige là vers de nouveaux accords Abraham, Freddy, selon vous? Sans doute, mais à condition qu'on règle ce qui se passe aujourd'hui et reconstruire Gaza et effectivement trouver une solution et rapatrier nos otages. Il y a toujours 50 otages, dont 20 sont encore vivants. Le temps presse et il est temps que Benyamin Netanyahou s'attache seulement à ce projet. Il est important aussi d'apaiser les esprits en Israël parce que ça empoisonne depuis plus d'1 an et demi donc la société israélienne, le quotidien israélien. Nous devons nous réunir, union, résilience plus forte et changer complètement la donne à l'intérieur d'Israël et à l'intérieur aussi du Proche-Orient, c'est-à-dire une normalisation. Nous avons des atouts, il y a une opportunité et je crois que le temps est propice pour que Trump et Netanyahou font vers la normalisation. Et vous avez tout à fait raison, il est possible d'avoir non seulement des relations avec l'Arabie Saoudite, parce que les relations entre l'Amérique et l'Arabie Saoudite sont très solides. Il y a des investissements saoudiens en Amérique et Trump veut faire des affaires. Deuxièmement, on peut aussi avec la Syrie, bien qu'il était un terroriste hier, aujourd'hui, il y a des contacts même directs avec des Israéliens pour essayer, je ne dis pas demain, on va
on va manger un houmous à Damas, mais il est temps d'avoir des relations aussi avec la Syrie, et c'est-à-dire aussi avec le Liban. On a démantelé complètement le Hezbollah, on a démantelé complètement les satellites autour de nous, et on a créé donc une nouvelle situation, une nouvelle donne. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Tsahal est la première puissance militaire de la région, et Israël pourrait être aujourd'hui la puissance économique dans cette région du monde. Alors on va peut-être terminer par une note positive cette interview, Freddy, malgré la guerre, malgré le contexte. Ce qu'on voit, c'est que l'Alia finalement ne se démobilise pas. Il y a beaucoup de Français qui sont arrivés hier en Israël, pas seulement des Français d'ailleurs, mais aussi des Anglais, des Néerlandais. On l'a vu. C'est quand même incroyable d'un point de vue justement extérieur d'une personne qui vit en diaspora, de voir que malgré tout ce qui se passe, malgré les alertes, il y a des personnes qui par sionisme continuent de vouloir vivre en Israël. Est-ce que c'est quelque chose qui vous émeut, vous, Freddy? Évidemment, mais quand il y a une vague d'antisémitisme, quand Israël est isolé, quand il y a la chasse du juif, quand je dirais même des hommes politiques, je ne pas intervenir dans les affaires intérieures françaises, mais il y a un dirigeant de gauche, d'extrême gauche, qui parle et qui soutient donc le candidat pro-palestinien à New York. Quand il y a cet isolement d'Israël, et Israël devient le seul refuge pour tout le peuple juif en diaspora. Et donc, c'est réconfortant, c'est le but du sionisme. Le sionisme veut dire le retour de tous les juifs en terre d'Israël et à Sion, donc à Jérusalem. Et j'espère que cette guerre, après les douleurs, après les moments pénibles, après les pertes incroyables, après le 7 octobre, les défaillances du 7 octobre, nous tournons la page et Israël prouvera au monde qu'il pourrait être le phare de l'humanité. Eh bien, merci beaucoup pour ces mots, Freddy Eitan. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci pour ce regard sur l'actualité. On vous retrouve le mardi matin également à 7h20 pour votre chronique hebdomadaire. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment.